Alors on va parler d'un sujet, et je l'ai appelé Back to the Future parce que on va faire une marche arrière de plus de 20 ans pour les bêta-bloquants, parce que pour la plupart d'entre vous, on est des amis pratiquement de 20 ans, je vais dire. Et il y a des choses qui ont changé pour les bêta-bloquants. Et si vous vous rappelez, ceux qui connaissent le film, c'était en 1985, et parmi les plus seniors d'entre nous, ceux qui pratiquaient déjà le traitement de l'hypertension artérielle, si vous vous rappelez, en 85, traitement de l'HTA, mais c'était comme ça. Bêta-bloquant diurétique. Je pense qu'on l'a vécu, j'ai entendu des oui, on était, oui. Ma fille, elle veut dina. Ah, formidable. Et puis après, on a eu beaucoup de mal à changer les choses. Parce que en 93, s'il vous plaît, on va faire l'évolution. En 93, on nous disait, et c'est écrit, malheureusement, vous n'arriverez pas à le lire ici, mais c'est écrit dans le rapport en 93 que l'association bêta-bloquant diurétique est recommandée et qu'elle diminue la mortalité. D'accord? En 96, il y a eu des papiers et c'est l'arrivée des IEC et c'est l'arrivée des calciques. Et il y a une tendance qui s'est abattue vers ces deux classes et qui a délaissé un peu les bêta-bloquants. Anzido, en 2003, ça fait les bêta-bloquants n'ont plus une place privilégiée. Et si vous arrivez à lire, je ne sais pas, vous n'arrivez pas à lire, non? Malheureusement. Bon, mais c'est les recours. C'est bien dit qu'on peut traiter avec n'importe quelle classe. Après, bêta-bloquant diurétique, on peut utiliser n'importe quelle classe. En 2009, là non plus, vous n'arrivez pas à lire. Rien ne goûte les brites. Despite real evidence of outcome reduction, malgré la présence d'études de réduction des événements cardiaques, bêta-blocker combination favors development of diabetes. On nous dit en 2009 que même s'il y a des preuves que ça réduit les événements, eh bien ça augmente le risque de diabète and should be avoided, doivent être évités, à moins unless required for other reasons, à moins qu'il y ait une indication majeure. En 2009, c'était le virage. Éviter les bêta-bloquants dans l'hypertension artérielle. Et puis, en 2020, les dernières recos qu'on a eues, avant-dernière reco, on peut bien voir l'encadré rouge, c'est la place des bêta-bloquants. Pour l'HTA gravidique, la femme enceinte, on les laisse pour l'insuffisance cardiaque, pour la fibrillation atriale, pour l'angine de poitrine. C'est des indications toutes petites, mais l'algorithme que vous voyez en bleu, c'était bien système rénine calcique et système rénine diurétique. Alors maintenant, ce qu'il y a de nouveau, pourquoi on a fait tout ce rappel, c'est qu'en 2023, je peux vous le dire, qu'il y a un back to the future. On revient un petit peu, regardez, ça vous dit quelque chose ça? Oui. Et dans les anciennes, très anciennes recos, et c'était 2003 et 2007, on avait des points, pardon, comment ça se fait que moi je le vois et que vous le voilà? Ça vous dit quelque chose ça? Ça c'est 2023. Mais ceux qui ont vu celui de 2007, ça ressemblait à seule différence qu'il y avait des pointillés entre bêta-bloquant et diurétique. Il y avait des pointillés, ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Et aujourd'hui, en 2023, c'est un trait plein, c'est-à-dire un back to the future. C'est un retour en arrière. C'est-à-dire que la prescription bêta-bloquant diurétique n'est plus quelque chose d'interdite. L'essentiel, si vous voyez bien au centre, l'important, c'est de normaliser la tension artérielle. Et là, quels que soient les outils, et vous voyez bien,
à gauche, on commence avec une bithérapie et on augmente les posologies et une fois par jour, c'est préféré, c'est les nouvelles recos 2023 et single pill. Et on peut ajouter d'autres médicaments, les diurétiques de Lens, les alpha-bloquants, les centraux. Et regardez, quand il y a des comorbidités, l'ARNI, le SGLT2 et donc les bêta-bloquants font partie de l'arsenal à 100%. Voilà, c'est un back to the future, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Et là, c'est toujours tiré des recommandations de 2023. Et quelles sont les selected diseases, des maladies qui ont été sélectionnées où les bêta-bloquants sont intéressants dans le traitement. Et vous voyez, il y a toute une liste, vous trouverez ça sur les recommandations. Je vous ai choisi quelques situations qui m'ont semblé intéressantes. La première, c'est une hypertension avec une fréquence de base qui dépasse les 80 battements par minute. Et dans cette situation-là, eh ben, il n'y avait pas une indication, mais aujourd'hui, c'est sur les recommandations. Deuxièmement, excessive pressure response to exercise, ça veut dire vous avez des gens qui ont un HTR, mais dès qu'ils commencent à faire un petit exercice, une marche, et ça on le voit au cours des épreuves d'effort, il y a le premier 3 minutes, il monte à 22, 23 de tension, chose qui est excessive. Ces gens-là, on les appelle excessive pressure response. Ils ont une réponse excessive à l'exercice et à l'énervement, au stress. Troisièmement, une notion relativement nouvelle, c'est l'hypertension orthostatique. Pas l'hypotension, mais l'hypertension orthostatique. Quand on se met debout, elle monte. Et enfin, on parlera aussi du syndrome coronaire chronique et du traitement anti-ischémique. Le premier dont je vous ai parlé, c'était l'hypertension avec une fréquence de base qui est élevée. Vous connaissez ce chiffre, à quoi il correspond? Bravo. Le nombre de battements dans une vie. Le nombre de battements dans une vie, c'est la moyenne. Et c'est pour ça que dans la formule fréquence cardiaque multipliée par l'espérance de vie, elle va être à 10 puissance 9 battements dans une vie. C'est une moyenne. Mais c'est pour dire que lorsque la fréquence cardiaque de base est faible, eh bien, espérance de vie plus grande. Ici, c'est une étude de Framingham qui confirme que plus la fréquence cardiaque est augmentée, et vous voyez en horizontal les fréquences cardiaques, et dans les colonnes qui sont à droite, la mortalité. Plus la fréquence cardiaque est élevée de base, plus la mortalité est élevée. Bon, et puis, le plus souvent, ceux qui ont cette hypertension artérielle avec une fréquence élevée, vous savez, c'est dû à ce qu'on appelle le sympathetic overdrive, c'est-à-dire un système sympathique très fort, et il y a beaucoup d'adrénaline, et ces gens-là, en général, c'est des gens qui sont inactifs, qui ne font pas d'activité physique, et surtout les obèses. Donc, c'est un petit schéma pour nous rappeler que l'hypertension, il y a un lien avec le système nerveux sympathique. L'obésité, elle favorise l'activation du système sympathique et au final, on se retrouve avec une espérance de vie qui est plus courte. Une des explications possibles pourquoi la fréquence cardiaque va réduire l'espérance de vie, c'est par le biais de l'athérosclérose. On ne va pas la détailler ici, mais plus la fréquence cardiaque est élevée de base, et plus il y a un petit degré d'ischémie myocardique, puisque la vascularisation du myocarde se fait pendant la diastole. Pendant la systole, vous voyez l'exemple, l'artère, la petite artère, où c'est contracté pendant la systole.
Pendant la systole, il n'y a pas d'irrigation du myocarde. Alors, plus la fréquence cardiaque est rapide, en quelque sorte, le temps où le muscle cardiaque va être irrigué est plus petite. En plus de ça, plus la fréquence cardiaque est élevée et plus il y a ce qu'on appelle le shear stress. C'est le sang qui est pulsatile et qui vient buter contre les parois de l'artère et qui va faire qu'il y ait des turbulences au niveau des artères. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des mécanosenseurs qui font que ça finit par l'athérosclérose. Voilà, ça c'est un petit peu le lien, ce qu'on a dit entre fréquence cardiaque élevée et hypertension. Et maintenant, c'est recommandé. Bien sûr, on ne va pas donner un bêta-bloquant à tous ceux qui ont une fréquence élevée juste parce qu'elle est élevée, mais c'est un arsenal thérapeutique pour les gens qui ont une HTA. Et je vous disais, entre parenthèses, ce qui nous dérangeait le plus, c'était obèse, risque de diabète. Je ne vais pas lui donner le bêta-bloquant. Là, on change d'avis. Tout à fait. Deuxièmement, excessive pressure response to exercise and stress. Donc les gens qui commencent à marcher, quand la tension bzef, eh bien, ça demande une minute de réflexion puisqu'on va voir des schémas de physiologie qui nous montrent qu'il y a des mécanos et des métabolosenseurs. Plus on fait le mouvement de contraction, par exemple, plus on envoie un signal qui va aller vers le système nerveux central et qui va activer un petit peu tous les paramètres du cœur. C'est EPR, exercise, pressor, réflexe. C'est exactement les termes utilisés dans les recommandations. Lorsqu'il y a ce réflexe, chaque fois qu'on fait marcher un muscle, on active le système sympathique. Et pourquoi certaines personnes indomades, l'efficacité ou l'action sur le sympathique plus élevée que d'autres, eh bien regardez, par exemple, certains vont avoir une hyperactivation du sympathique et d'autres ne vont pas l'avoir. Quelle est la différence? Eh bien, ça dépend des fibres musculaires que nous avons dans nos muscles. Chemin fibre, Rabbena. Il y a 3 types de fibres musculaires. Eh bien, en fonction de chaque individu, on a plus l'un que l'autre. Et si on a des fibres ou ce qu'on appelle rapides, alors ces fibres rapides vont induire une réponse très rapide d'adrénaline. Alors, c'est quoi la différence? Regardez bien. Il y a ce qu'on appelle le slow twitch oxydative muscle. C'est un muscle qui prend l'oxygène doucement, qui prend le glucose, qui fabrique son ATP doucement, et qui va avoir une réponse EPR, Exercise Pressure Response, qui est lente. Il n'active pas beaucoup le sympathique. Par contre, le Fast Twitch, là c'est rapide, on a une réponse très rapide et on a une activation du système sympathique très rapide et on expose, la personne est exposée à avoir plus d'hypertension artérielle et d'insuffisance cardiaque. C'est un problème de fibres musculaires. Ici, vous avez dans le texte, on passe sur ça, mais la morale de ce deuxième point, c'est que plus on fait d'exercice physique et plus on change nos fibres, on développe les fibres lentes et ça va permettre de diminuer l'activation sympathique. C'est une simple réponse à le sportif de la fréquence cardiaque basse. L'explication, elle est là. Elle n'est pas dans le cœur, parce que beaucoup pensent que c'est le cœur. Ce n'est pas le cœur. Ça dépend de combien vous tirez d'oxygène en reposant le cœur. C'est formidable. Si vous ne savez pas, c'est comme un tapis roulant Zaïd, et combien vous allez prendre d'oxygène. Et si vous n'êtes pas sportif, le tapis roulant va très vite, vous n'avez pas le temps de prendre beaucoup d'oxygène. Et donc, ça va très vite. Voilà, donc, ça, c'est les points les plus importants. C'est comme si vous réveillez votre cellule et vos mitochondries qui vont devenir actives et qui vont utiliser la voie aérobique. Voilà.
Très bien. Il y a un schéma très intéressant qui nous montre les 3 types de fibres. À gauche, le slow twitch et à droite, les deux, ce sont des fast twitch, mais il y en a un qui est oxydatif, l'autre, c'est lactique. Et vous voyez bien que c'est, regardez, pour ceux qui veulent changer RB ou d'autres fibres, voilà ce qu'ils doivent faire. Si on veut les lentes, c'est les longues distances. Et un salut à nos amis sportifs ici qui encouragent l'activité sportive, celui qui le sait, et le type 2B, à droite, ceux qui font le sprint, le 100 mètres, les champions de 100 mètres, ils sont à droite. Et à gauche, c'est plutôt, tout à fait à gauche, c'est ceux qui sont dans l'endurance. Troisième point, c'est l'hypertension orthostatique. Regardez, c'est 2023, c'est une notion qui est relativement récente. Quand est-ce que la tension artérielle augmente? Quand la tension artérielle augmente avec la position debout, c'est un consensus d'experts qui a été fait pour diagnostiquer l'hypertension orthostatique. Abro la tension couchée, abroha en position debout, et si elle augmente de plus de 2 cm de mercure, eh bien, vous avez ce qu'on appelle une hypertension orthostatique, une réponse exagérée. Et voilà, donc, et il faut qu'elle soit exagérée, exaggerated orthostatic pressure response, et bien sûr, pour parler d'hypertension, il faut qu'elle dépasse 14,9. Il a qu'un ando 10, ou 12, elle a pris 2 points. Mais ce n'est pas une hypertension orthostatique. Par contre, s'il est à 14 et qu'elle monte, ça c'est une hypertension orthostatique. Voilà, donc c'est la définition de l'hypertension orthostatique et elle est due à l'activation du système sympathique. C'est lui qui cause. Ça ressemble au point précédent qu'on a vu avec l'exercice. Ici, c'est juste, il se met debout, 4 là. Et donc, c'est l'activation du sympathique et on a la population, 5 à 30% de la population qui sont comme ça et il est corrélé à une surmortalité. C'est pour ça que je vous ai fait un petit schéma juste pour vous dire qu'en se mettant en position debout, pratiquement 2 litres de sang, on perd 2 litres de volume et c'est pour ça que la fréquence, le stroke volume, le volume d'éjection diminue et on est obligé par le système sympathique d'augmenter la fréquence cardiaque, ce qu'on appelle standing tachycardie, et c'est très rapide comme mécanisme central nerveux, mais aussi après par le biais du sang. Voilà, donc c'est comme ça, la vasoconstriction et vénoconstriction vont permettre de remettre les litres de sang qui étaient dans le veineux capacitif, qui vont circuler. Et quand ils vont circuler, eh bien la fréquence cardiaque doit diminuer puisqu'il n'y a plus de raison. Ça, c'est un mécanisme qui se fait en 1 minute sans qu'on le sache. On est couché, on se met debout, 2 litres, le capacitif, il y a la tachycardie réflexe parce que les récepteurs carotidiens, la pression a baissé, et puis en 1 minute, la vasoconstriction fait qu'on aura un volume qui récupère. C'est très rapide, c'est formidable, mais parfois le système sympathique est tellement excessif qu'il va augmenter la pression très rapidement et on aura une HTA d'orthostatisme. Voilà. Et là aussi, les personnes qui auront le plus cet HTA d'orthostatisme, ce sera les hypertendus, obésité, diabète, dyslipidémie et POTS. Voilà, ce sont les plus fréquents. Quatrièmement, et c'est un cas clinique, alors si vous êtes des champions, on va le faire en 5 minutes. Si vous n'êtes pas champion, désolé pour vous. Allez-y. C'est une femme de 45 ans qui a un IMC de 35, hypertendu, un diabète depuis 10 ans. Alors, vous voyez rien, c'est moi qui parle. Vous m'entendez? 45 ans, féminin.
obèse, IMC 35, fumeuse, hypertendue, diabétique depuis plus de 10 ans. Baraka, BPCO, elle a des douleurs thoraciques légères, elle est essoufflée, alors elle a une dyspnée au moindre effort et des petites douleurs. On ne sait pas exactement est-ce que c'est cardiaque ou c'est pas cardiaque. Donc, ça fait mon bras de tête. Voilà. Son bilan, son hémoglobine glyquée est à 7,5, créatinine à 15, filtration glomérulaire 58. Et puis, ça c'est son bilan lipidique qui pour l'instant ne nous intéresse pas, pour l'instant. Et vous avez un rapport urinaire albumine-créatinine à 65 mg par gramme. Et donc l'équivalent d'une microalbuminurie. Donc, voilà comment est traitée cette dame, irbesartan, hydrochlorothiazide. Vous arrivez à voir? Ah ben formidable. Elle a une hypertension grade 3, un diabète, syndrome métabolique, elle a des triglycérides, elle a tout ce que vous voulez. دابا هي عندكم اش غديروا معاها؟ Comme ça on termine dans les temps, d'accord? Là, écoutez, moi je fume, j'ai des perturbations, je veux un scanner coronaire pour voir mes coronaires. Elle réclame ce scanner coronaire. Vous allez lui dire d'accord ou pas? Oui? Non. On n'est pas d'accord. Le scanner coronaire, c'est pour les faibles risques ou risques intermédiaires. Et vous le voyez sur le schéma ici, regardez. À gauche, coronary CT, c'est le scanner coronaire. Je ne vais pas te faire un scanner coronaire parce que, on ne verra rien, parce que tu es diabétique depuis très longtemps, et puis on aura des calcifications partout, et ça ne servira à rien. Par contre, ce que je dois faire, c'est calculer son risque cardiovasculaire, et pour les diabétiques, depuis 1 mois, on a un nouveau risque spécial diabète. C'est un message important. Avant, on ne l'avait pas. Maintenant, la Société européenne d'hypertension a un score de risque pour les diabétiques. Je ne rentre pas dans les détails. On a trouvé 21 chez elle qui correspond à un risque à 14%. Et 14%, c'est un risque qui est élevé. Vous le voyez dans le tableau à droite. C'est un risque qui est élevé. Le fait qu'elle ait aussi, regardez le risque, très élevé quand vous avez une microalbuminurie comme elle et une clairance entre 45 et 59, vous avez un risque élevé. Cette dame a un risque élevé et à cause de la microalbuminurie avec la clairance qui est diminuée, ce risque devient très élevé. Et quand on a un risque très élevé, eh bien, le scanner coronaire ne sert à rien. Ne sert à rien, il ne faut pas le faire, c'est une croix, parce qu'elle a, comme je vous ai dit, beaucoup de calcifications, on va lui injecter, on va l'irradier, et on n'aura pas de réponse. Voilà. Test d'ischémie, c'est la scintigraphie. Voilà. D'abord, vous avez 50 secondes pour me dire pour sa tension, je n'aurai de dire, puisqu'elle a des chiffres élevés de tension, et cette irbesartan est diurétique. واش نزيدو un calcium channel blocker comme diltiazem. C'est un calcique qui diminue la fréquence cardiaque. Donc la fréquence cardiaque elle est rapide et il va traiter sa tension. Vous êtes d'accord? Oui, levez la main. Un BPCO, ça n'interdit pas. Par contre, le fait qu'il y ait justement et la BPCO, ça me fait douter qu'elle peut avoir. La BPCO est un risque d'insuffisance cardiaque. Le diabète est un risque d'insuffisance cardiaque. L'hypertension est un risque. Elle a beaucoup de risques d'insuffisance cardiaque. Ces médicaments-là ralentissent la fréquence cardiaque, font baisser la tension, mais sont dangereux dès qu'on a un doute
d'insuffisance cardiaque, ma تعطيوهمش. Donc la réponse elle est très claire, il ne faut pas les donner parce que HFpEF, Heart Failure Preserved IF. Voilà, et donc on va préférer plutôt une association amlodipine bêta-bloquant, et ça c'est safe pour la BPCO, amlodipine bêta-bloquant, et en suivant les recos dans le même comprimé. Merci.